Au CNCR, ANR, FNR, c'est parti pour la session interaction avec les différents départements ministériels. L'exercice de redevabilité destiné à mesurer les performances permettra au comité indépendant de suivi et recommandation des forums nationaux de la refondation à mieux répondre aux attentes des populations. Mieux structurer les associations pour plus d'efficacité et de résultats, tel était le sujet d'une session organisée hier au département en charge de la femme. Elle a regroupé autour du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille les organisations féminines de la société civile. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Dans la dynamique d'atteindre les objectifs, le ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, entame une série de rencontres. Et à Gologo a rendu visite, bien sûr, à la Cour constitutionnelle du Mali. Il a plaidé pour une collaboration étroite et permanente avec le haut magistrat. Une démarche placée sous le signe du dialogue et de la responsabilité, favorablement accueillie par la présidence par intérim de la haute juridiction. Le reportage est signé à Lucien Touré. Première prise de contact officielle cet après-midi à la Cour constitutionnelle. Le nouveau ministre de la Refondation est venu poser les jalons d'une collaboration qu'il souhaite stratégique. Pour le nouveau membre du gouvernement, il s'agit de créer un pont solide avec la garante de la constitutionnalité des lois. Il était de bon ton qu'on vienne à la Cour constitutionnelle, qui est une institution très importante de la République, pour échanger sur un cadre partenarial à concevoir et qui va être, n'est-ce pas, important pour le processus de refondation. Il s'agit de proposer un nouveau cadre de partenariat entre les institutions. Vous le savez que les institutions de la République tiennent leurs prérogatives de la Constitution. Donc, elles sont très souvent jalouses de leurs attributions, de leurs prérogatives. Donc, un ministère dédié, n'est-ce pas, aux bonnes relations entre les institutions se doit de proposer ces cadres partenariats interinstitutionnels pour éviter des cloisonnements. Le président par intérim de la Cour a salué le choix du nouveau ministre, soulignant ses compétences pour mener à bien cette mission délicate. Nous avons passé en revue très brièvement les attributions et de son département et de la Cour constitutionnelle. Et nous avons dégagé ensemble les voies et moyens pour pouvoir œuvrer la main dans la main à l'atteinte d'objectifs fixés par son Excellence le Président de la Transition, à savoir la construction d'un Mali nouveau. Ce Mali nouveau qui doit reposer sur des piliers forts. Et ces piliers forts ne peuvent être érigés que sur une bonne appréhension de l'ensemble des questions qui se posent à la nation. La feuille de route est désormais tracée. Dans cette période de transition, le chantier des réformes reste la priorité absolue. Elle constitue le socle de la refondation tant attendue. Dans la même dynamique de refondation, le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des forums nationaux de la refondation a démarré hier une session d'interaction avec les différents départements ministériels. Du 24 février jusqu'au 19 mars prochain, il sera question d'examiner l'évolution des recommandations issues des assises nationales de la refondation et des autres forums. Un exercice de redevabilité destiné à mesurer les performances et à mieux répondre aux attentes des populations. À l'issue des travaux, un rapport annuel 2025 sera remis aux plus hautes autorités de la transition. Le point de démarrage avec Aridjuma Tina.
Session technique et d'actualisation de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État, initiée par le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des forums nationaux de la refondation. La session qui dure jusqu'au 19 mars prochain permettra au sincère FNR d'échanger avec les 28 départements ministériels du pays sur les recommandations qui les concernent et qui ont été formulées lors des assises nationales de la refondation et les forums nationaux qui se sont tenus. Ces interactions auxquelles participeront les 28 départements ministériels permettront la production du rapport annuel 2025 comprenant les recommandations issues des assises nationales de la refondation et celles des forums nationaux qui ont suivi. L'année dernière, à la date du 2 mai 2025, se tenait dans la même salle la première journée d'interaction. Aujourd'hui, il est question des recommandations formulées lors des assises nationales de la refondation et les autres forums qui ont été tenus postérieurement relativement au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines et des affaires foncières et celui des transports et des infrastructures. La rencontre sera ainsi l'occasion de pouvoir analyser ensemble l'évolution des indicateurs de performance par rapport à chaque département en termes de recommandations formulées lors des annuaires et les autres forums. Des indicateurs de performance, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont issus des assises nationales de la refondation sur la base desquels on a convenu avec chaque département qu'est-ce que le département fait concrètement par rapport à une action concrète. Quelle sera la référence? Si c'est une loi, on le consigne ensemble qu'on appelle la stabilisation. Nous avons stabilisé l'ensemble des indicateurs ensemble. Et aujourd'hui, on vient vérifier avec eux qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ce qu'eux-mêmes ils avaient dit par rapport à chaque recommandation. Comme les différentes recommandations sont réparties entre les différents ministères, alors il faut voir avec chaque ministère qu'est-ce qui est fait sur ce qui avait été promis d'être fait. La session qui se veut un exercice de redevabilité s'est penchée en premier lieu sur le département en charge de l'urbanisme et celui des transports. L'idée de la refondation, c'est à chaque fois, lorsqu'on planifie, c'est de réaliser ce qu'on a dit de faire. Si vous vous engagez à faire une action, à l'heure du bilan, vous devez rendre compte de ce que vous avez fait. Et nous sommes là dans ce contexte. Avec ces départements, par exemple, il y a une des recommandations qui concerne la sécurisation des terres, des villages qui sont dans des domaines, dans des endroits miniers. Cette action devait être réalisée en 2025. Le sincère FNR, à travers ses interactions, va apprécier le niveau de réalisation des différents départements ministériels, puis produira son rapport annuel 2025 sur les indicateurs de performance des 28 départements ministériels qu'il remettra au président de la transition, chef de l'État. Autre volet de l'actualité, un violent incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi aux environs de 3 heures du matin au niveau d'un poste stratégique de la Société de gestion de l'énergie de Manantali, un maillon essentiel dans l'acheminement de l'électricité au Mali. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les dégâts matériels sont considérables. Les équipes de l'énergie du Mali, conduites par le directeur général de EDM, sont mobilisées pour contenir l'impact sur l'approvisionnement des ménages et des industries. Les autorités rassurent, la situation est sous contrôle. Pour plus de mesures de sécurité, notre équipe de reportage n'a pas pu avoir accès au lieu du sinistre. Les détails avec Madani Dravé, le DG de DEDEM, est au micro de Tamsi Diabaté et Drissa Traoré. Nous avons été informés aux alentours de 3 heures du matin d'un incendie sur le transformateur numéro 1 de la CEMAF. CEMAF, c'est la société technique qui s'occupe des infrastructures de la SOGEM. Mon équipe et moi, nous sommes rendus sur les lieux et cet incident a provoqué la perte des 2 salles de commande, c'est-à-dire la salle de contrôle-commande de la CEMAF et la salle technique de 15 000 d'EDEM. Dans l'ensemble, tout est sous contrôle. Dieu merci, nous n'avons pas eu de perte en vie humaine. Mon équipe et moi, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour situer la gravité de l'incendie et de trouver les solutions
pour pouvoir couvrir la desserte. Alors, est-ce que vous rassurez aujourd'hui la population que les solutions ne manqueront pas pour faire face aux défis? Tout d'abord, j'aimerais remercier la population. Nous allons tout faire, malgré l'incident, pour trouver des solutions rapides pour que la couverture ne puisse pas être impactée par l'incident. Les techniciens sont sur place. Ils sont en train de tout faire pour le redéploiement rapide de la centrale. Autre titre de ce journal, les organisations féminines de la société civile sont en conclave avec le chef de département sur la table. La structuration des associations féminines pour plus d'efficacité et de résultats. Les participantes ont à cette occasion adressé une mention spéciale au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour le soutien constant qu'il accorde aux femmes du Mali. Le point avec Awadetma Kamara. Elles sont militantes associatives et responsables d'organisations féminines, entrepreneurs sociales, bref, femmes conscientes de leur apport pour le développement du Mali. C'est pourquoi elles ont répondu massivement à l'invitation de leur sœur, non moins ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ce cadre de concertation entre le département de tutelle et les organisations de la société civile valide des textes juridiques du dit cadre. Il s'agit d'un document de 9 articles qui devrait poser les bases d'un fonctionnement clair et harmonisé. Parmi les sujets évoqués également, la mise en place d'une base de données nationale des organisations féminines, un outil stratégique pour mieux répertorier les associations, cartographier les actions sur le terrain pour plus d'efficacité. Les organisations féminines sont fortement engagées dans la défense des droits des femmes, dans leur épanouissement et leur autonomisation économique. Cependant, les efforts sont souvent disparates, dispersés et discontinus. La création d'une seule entité fédératrice pouvant perdre le nom de Conseil national des femmes du Mali sera de nature à optimiser les efforts et à les rendre plus visibles. Ce cadre-là permet un échange d'idées entre le ministère et ces organisations de femmes. Dans le cadre du travail, je pense que ça permet d'améliorer considérablement la collaboration. Aux côtés de la ministre en charge de la promotion de la femme, ses collègues de l'entrepreneuriat et de l'assainissement, une solidarité gouvernementale qui aura permis d'aborder les questions liées à l'autonomisation des femmes dans une approche transversale, sans oublier leur contribution dans la protection et la préservation de l'environnement. Ce partage va permettre à ces femmes d'être au même niveau d'information, mais aussi d'être mobilisées pour se mettre encore au service de la nation. Et formuler le vœu que cette fois-ci, les femmes du Mali puissent s'entendre, coordonner leurs actions. Faisant suite aux états généraux de la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali, organisés en 2025, le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, dans le cadre de la recherche de l'inclusivité et l'implication de toutes les femmes, a décidé de fédérer toutes les femmes du Mali au sein d'une seule entité pour qu'elles puissent avoir beaucoup plus d'impact. Au cours des échanges, une mention spéciale a été adressée au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a récemment reçu le rapport des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Ce geste est perçu par les femmes comme un signal fort des autorités dans la prise en compte des préoccupations et recommandations issues de ces assises nationales-là. À Bougouni, l'Institut de formation des maîtres Ousmane Balobo Maïga a servi de cadre à la remise d'un important lot de médicaments aux élèves maîtres. La cérémonie de remise est organisée par le Conseil communal de la jeunesse de Bougouni. C'est un geste de solidarité en ce mois de Ramadan. Ce don de médicaments vise à soulager les cas de maladies les plus urgents avant leur admission dans les centres de santé de référence ou dans les hôpitaux. Le reportage est signé Abdul Karim Konaté, Bagayogo depuis Ouartiam Bougouni. Un geste. Il s'agit d'un lot important de médicaments destinés aux élèves maîtres de l'Institut de formation Ousmane Balobo Maïga de Bougouni. L'initiative est d'un fils du terroir, Mamadou Koulibaly. C'est pour apporter un ouf de soulagement aux nombreuses charges des élèves maîtres face à certaines maladies courantes dans la zone.
Le choix de l'établissement n'est pas fortuit. Ici, ce sont des élèves maîtres dont la plupart d'entre eux sont loin de leur famille. Un geste de solidarité qui coïncide avec le mois béni de Ramadan. La cérémonie est organisée par le Conseil communal de la jeunesse de Bougouni. En perspective, cette action de solidarité va s'étendre à d'autres couches. La solidarité, une complémentarité, un lien fort et fraternel qui unit les hommes entre eux. Pourquoi pas les nations entre elles? Place à présent à la chronique judiciaire de ce journal. Elle s'intéresse aujourd'hui à la mutation. Ce transfert de propriété est encadré par la loi domaniale de 2020 et les textes d'application de 2023. Bien qu'obligatoire, cette formalité est encore trop souvent négligée, exposant les citoyens à de lourdes conséquences juridiques. Comment prévenir les risques liés au défaut de mutation? Élément de réponse avec Garibou Pérou et Djeli Magandjabati. En droit, la mutation à titre particulier ou universel désigne le transfert légal de propriété d'un bien, qu'il soit meuble ou immeuble. Derrière ces termes techniques se cache une réalité. Sans mutation officielle, vous n'êtes pas juridiquement propriétaire. Le nouvel acquéreur devient véritablement propriétaire au regard, aux yeux de l'administration, aussi bien qu'à l'égard des tiers qu'en procédant à cette mutation-là. Tant qu'on ne procède pas à la mutation, on ne peut pas en réalité se targuer d'être propriétaire d'un bien. C'est même une obligation de procéder à cette mutation. En janvier dernier, M. X vend son véhicule. Transaction rapide, paiement en espèces, poignée de main, affaire donc conclue. Mais un détail est négligé, la mutation de la carte grise. Les semaines passent, puis les mois, et les contraventions commencent à pleuvoir. Excès de vitesse, stationnement interdit, puis encore un accident de circulation. À chaque infraction, le nom de M. X apparaît sur les procès-verbaux, car pour l'administration, le véhicule lui appartient toujours. C'est prévu par la loi sur la circulation. C'est prévu également par l'arrêté numéro 2023-51-50 MTI-SG du 29 décembre 2023 fixant les détails des règles générales d'immatriculation des véhicules. Quand on va à l'article 9 de cet arrêté-là, prévoit que tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'une carte grise à son nom avant toute nouvelle cession, même si cette dernière intervient dans le délai de 30 jours conformément à la réglementation en vigueur. Par exemple, moi je vous vends un véhicule à mon nom, on ne le souhaite pas. Ce véhicule fait un accident, même si c'est avec votre chauffeur, tant que c'est moi qui ai mon nom sur la carte grise, c'est moi qui endosse la pleine et entière responsabilité civile et c'est moi qui serai le civilement responsable. Le vendeur qui vend le véhicule doit veiller auprès de l'acquéreur à ce qu'il procède au transfert à son nom. Parce que s'il ne le fait pas, en cas de problème, et non seulement l'acquéreur, lui, peut-être si c'est lui qui conduit, il va endosser la responsabilité pénale, mais le vendeur ne sera pas à l'écart. Lui qui a son nom sur la carte grise, il sera le civilement responsable. À la périphérie de Bamako, Madame Y achète une parcelle en présence des témoins. Tout semble régulier. Elle paye cash, mais aucune mutation n'est effectuée auprès du service des domaines. 3 ans plus tard, coup de tonnerre. Un tiers revendique la même parcelle. L'affaire se retrouve devant le tribunal. Quand on a eu le courage d'acheter un bien, il faut avoir en réalité le courage de se rendre juridiquement propriétaire de ces biens. Celui qui vous a vendu la parcelle concernée a des créanciers. Ces créanciers peuvent toujours saisir les biens là en considérant que ce sont ces biens. En plus du risque de saisie, il y a le risque de double vente. Si le vendeur est de mauvaise foi, le vendeur peut procéder à la vente à une autre personne. Et il y a aussi le risque même de perte du bien concerné en cas de procédure collective. En plus de cela aussi, et l'acquéreur ne peut pas obtenir de permis de construire sur un titre foncier qui n'est pas en son nom. Et c'est là l'article 7
du décret numéro 2020-031 du 27 janvier 2020 portant réglementation de la délivrance du permis de construire est clair. En plus de ça, un titre foncier qui n'est pas en ton nom, tu ne peux pas déposer ça auprès des banques pour l'hypothéquer et avoir de l'argent pour le financement de tes activités économiques et financières. Là, ça constitue également un autre handicap. Dans un quartier chic de la capitale, un homme acquiert lui aussi une maison pour près d'1 milliard de francs CFA. L'acte de la vente est signé chez le notaire, mais la mutation au registre foncier tarde. Puis survient l'imprévisible. Le vendeur décède et les héritiers contestent la vente. L'immeuble aussi a une vie, c'est-à-dire l'immeuble à chaque étape de sa vie est suivi par le gestionnaire du régime foncier. Quand par exemple c'est avec vous, on sait que c'est avec vous. Quand ça quitte votre patrimoine pour un autre patrimoine, on sait que ça a quitté votre patrimoine pour un autre patrimoine, et c'est là à travers la mention de l'inscription sur ces titres-là ou les copies de ces titres-là du transfert ou de la modification ou de la radiation des droits et des yels. Donc pour vous dire que la mutation est impérative. Même si vous avez acheté avec 1 milliard d'investissements, tant que cette formalité n'a pas été accomplie, vous courez tous les risques de perdre tous les biens. Acheter un véhicule, une parcelle ou une maison ne signifie pas être légalement reconnu propriétaire. La mutation des documents n'est pas une simple formalité administrative. C'est une protection juridique essentielle, car sans elle, vous risquez une longue bataille judiciaire. Merci bien Garou Peru. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations. La passion du service public. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Ablaye Maïga procédera à l'inauguration du vestibule des légitimités traditionnelles, les Dougouti-Blo de Koulikourouba le jeudi 26 février 2026 à partir de 9h. Cette infrastructure socio-culturelle est une initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui en a posé la première pierre le 15 janvier 2025. À travers cette initiative présidentielle, il s'agit de revaloriser les autorités coutumières et de renforcer une gouvernance de proximité au service des communautés.
Les autorités régionales, avec à leur tête le colonel Lamine Kapori Sanogo, invitent les légitimités traditionnelles ainsi que l'ensemble des forces vives à se mobiliser massivement pour réserver un accueil chaleureux au Premier ministre et à sa délégation et donner un cachet particulier à cet événement exceptionnel. Rendez-vous le jeudi 26 février 2026 à 9h à Koulikoroba. فيه القرآن هدى للناس وبينات